Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Au programme, donc, moi c'est Adrien Rogissard, je suis directeur du développement d'Open Source Politique. Je suis avec Arthur, qui est l'assistant, le super assistant de l'ensemble de l'équipe acquisition et développement. Merci Yannick, merci Adrien d'être avec nous pour cette petite présentation. Ça va se dérouler très simplement. D'abord, une petite démo pour que vous, les uns les autres, puissent comprendre un peu ce qu'on peut faire et ne pas faire, au fond, avec Decidim. Et j'enchaînerai avec une approche un peu plus critique sur l'état de l'art aujourd'hui des plateformes numériques de participation, ce qu'on en pense et ce qu'on aimerait faire dans le futur. Merci beaucoup pour ceux qui reverront cette présentation ou qui la parcourront en avance rapide. S'il le faut, j'espère qu'on pourra faire des choses sympas dans les prochains mois. Je vais commencer très vite avec la démo. Voilà, si j'y arrive. Hop, oui, je vais y arriver. Rien, t'as coupé ton micro? Mais j'entendais plus rien en fait, je me demandais si ça venait de moi. Oui, c'est ça. Et Adrien Ah mais oui, mais a coupé son micro. communication. Adrien, on ne t'entend pas. Ah, bah c'est intéressant. On dirait que c'est lié au partage. Ouais, quand tu partages l'écran, ça coupe le son. Quand tu Alors, partages l'écran, ça coupe. pas de problème, puisque mais en fait, quand je mets en partage l'écran, ça me coupe mon micro. Ouais. Je vais me connecter. C'est conceptuel, ça. C'est pas… Normalement, enfin, moi, ça me met tout le monde peut participer, tout le monde peut partager. Autant. Ah, Et là, est-ce que vous entendez? C'est bon? ouais, c'est bon. Ah voilà, c'est un problème de droit. Bonjour Hélène, voilà, j'espère que vous nous entendez. Oui, c'est bon. Donc, on commence par la démo. Alors, pour juste commencer, petit rappel historique, Decidim, qui est notre plateforme open source de participation citoyenne. C'est un projet numérique, bien sûr, d'approfondissement en fait, de la démocratie participative qui a vu le jour à Barcelone dans la foulée de l'élection d'Ada Colau à la mairie de Barcelone. Ada Colau, elle ne sort pas de nulle part. C'est vraiment une figure politique issue des mouvements des indignés espagnols. Il y avait bien sûr les versions madrilènes, enfin espagnoles, castillanes, et il y avait la version catalane. Et Ada Colau, la maire de Barcelone, au moment où elle est élue, c'est vraiment cette continuité-là. Il décide donc, la mairie de Barcelone décide de financer le développement du logiciel avec la création de l'association Decidim qui aujourd'hui rassemble environ à l'année à peu près 150 développeurs qui interviennent sur le logiciel et depuis 2015-16 environ 450-500 personnes à peu près qui sont intervenues sur le soft. On a aujourd'hui un vrai développement communautaire avec plusieurs studios de développement qui travaillent ensemble qui sont orientés au open source aujourd'hui. On en a plusieurs dans notre besace, on travaille avec plusieurs d'entre eux pour améliorer ou financer des améliorations du logiciel. On a la version 0.27. Les prochaines versions seront des versions importantes, signifiantes, parce qu'on a notamment en termes de design des nouveautés assez structurantes. Hein. Voilà, mais on a aujourd'hui déjà un logiciel qui est extrêmement performant et qui est capable de justement proposer un spectre assez large, voire très large, de fonctionnalités qui permettent de couvrir énormément de types de démarches. On va y revenir en détail, bien sûr, mais aujourd'hui, nous, on travaille pour tous ces gens-là. Donc, on a vraiment une possibilité de couvrir plein de cas d'usage
si bien que, parce que ce n'est pas la même chose, hein, les collectivités territoriales, les universités, les publics nationaux, les associations, les mouvements politiques, les entreprises, les coopératives, c'est des besoins différents, mais en fait, le soft est quand même très orienté, vraiment multimodal, multifonctionnel, pour justement couvrir un maximum de démarches. Nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup pour ces deux segments-là, collectivités territoriales et publiques des grosses institutions, notamment nationales, un peu les universités, un peu les assos, un peu les mouvements politiques. Petit à petit, on travaille encore avec des coopératives, mais les entreprises privées ne nous semblent pas forcément être toujours les bonnes personnes. C'est trop éloigné en termes philosophiques. Bon. Alors, petit point sur les fonctionnalités. Alors, la première de ces fonctionnalités, c'est la fonctionnalité proposition. Donc, vous avez tout simplement la possibilité avec ce module-là de faire des propositions. Alors, il y a plusieurs niveaux, hein. Ça peut être le niveau boîte à idées, mais ça peut être également des choses beaucoup plus ambitieuses, c'est-à-dire des idées, par exemple, dans un budget participatif. C'est la première étape, l'étape de dépôt d'idées, de génération de projets, et c'est à travers un module proposition qu'on va les collecter auprès des citoyens. Donc, on a un système assez simple avec des filtrages, évidemment. Donc, vous faites une nouvelle proposition. Si j'arrive à m'identifier, ce qui n'est pas sûr, puisqu'ils ont dû changer les mots de passe. Ils ont changé les mots de passe, obviously, mais on s'en fiche pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Donc, on a des possibilités assez larges sur chacune des propositions. Vous avez vu, je vous en parlais, les filtres. Mais on a ici, quand on rentre à l'intérieur, des possibilités également de description assez larges. On peut mettre de la photo, on peut mettre de la pièce jointe, évidemment. On peut géolocaliser, on peut ajouter ou enlever des votes, on peut commenter ou dire ou suivre. Ça, c'est une sorte de follow. Et ça, c'est un commentaire. Et le vote, c'est une option en plus, mais on peut mettre aussi soutien, c'est-à-dire en gros une sorte de like sur telle ou telle proposition. Donc, vous avez la possibilité de les voir ensuite sur une carte. Alors là, bien sûr, on est à Angers. On utilise le logiciel open source Here Maps, d'accord, pour la cartographie. Et vous pouvez retrouver ces propositions et y accéder directement depuis la carte. Il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des propositions officielles ou des propositions qui sont formulées par le commanditaire. En l'occurrence, ça peut être la collectivité, mais ça peut être d'autres structures et qui peuvent être simplement commentées, par exemple, hein, je le précise. Donc, on a une grande robustesse de ce module-là. Aujourd'hui, c'est vraiment, évidemment, c'est un module un peu star, hein. C'est quand même le nerf de la guerre, la proposition de l'idée, la boîte à idées, les projets et tout. Et c'est vraiment un module très utilisé. Bon, voilà. Si on repart sur les fonctionnalités, la deuxième fonctionnalité star dans le recueil, notamment d'avis, de propositions, etc., c'est bien sûr le module enquête. Le module enquête, en fait, vous permet de faire des questionnaires qui peuvent être complexes. Il y a des limites, évidemment, mais c'est quand même avec 7 possibilités, pardonnez-moi. On a déjà l'occasion de pouvoir recueillir pas mal d'infos structurées de manière différente quand même, donc c'est intéressant. Bien sûr, vous avez les possibilités de réponses courtes, les possibilités de réponses longues, bien sûr, les questions choix uniques, les QCM, évidemment, questions à choix multiples, mais vous pouvez également faire des matrices simples. Vous voyez, donc de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord, ce qui ressemble quasiment à un système de vote de jugement majoritaire, il faudra bien le reconnaître à un moment. Questions matricielles multiples, où là, vous pouvez amener des choses différentes, des croisements différents, un peu plus riches. Et puis, on a aussi un système de tri. Vous voyez, quand vous cliquez ici, vous triez en hiérarchisant les différentes propositions qu'on vous soumet. Et bien sûr, on peut rajouter de la pièce jointe sans problème, avec la possibilité également de mettre en place des conditions d'utilisation spécifiques. Je m'explique. Typiquement, par défaut, il faut être inscrit
pour pouvoir, bien sûr, participer, répondre à une enquête. Mais en fait, il y a une option qui permet de pouvoir répondre sans inscription. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous arrivez sur le questionnaire, vous pouvez y répondre et les réponses sont dûment collectées et structurées et elles sont on peut les extraire ensuite sans que l'utilisateur s'inscrive. Donc, on a déjà tenté le coup, ça fonctionne. C'est vraiment, nous, une logique qu'on essaie d'apporter d'une démocratie numérique de la confiance, là où c'est vrai que les collectivités, les élus sont parfois dans une démocratie numérique du contrôle. Donc, en fait, on est dans un schéma un peu hybride et on essaie toujours de trouver le bon compromis entre contrôle, sincérité des résultats, évidemment, et surtout confiance aux citoyens dans leur réponse et dans leur participation. Voilà donc pour l'enquête. Mais évidemment, ce n'est pas tout. On a également des possibilités avec le module rencontre. Alors ça vous intéresserait en fait particulièrement. Je trouve que c'est au fond, le futur est un peu là d'une certaine manière et le fait qu'on soit réunis aujourd'hui en est un autre signal faible. Au fond, ce qui est intéressant, je trouve, c'est tous les dispositifs qui favorisent l'hybridité. C'est-à-dire, au fond, comment on fait pour relier systématiquement de la démarche de l'atelier en présentiel, en présence, avec un travail ou une consignation sur la plateforme. Alors, ce n'est pas nouveau, c'est déjà le cas en fait. Il y a plein de dispositifs qui existent de ce type-là. Mais là, avec le module rencontre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une formalisation concrète avec quelques fonctionnalités intéressantes de cette hybridité entre la présence et le numérique. Donc ici, vous avez des rencontres. Alors, si on va là, par exemple, c'est le même système de cartographie. Vous voyez, atelier d'émergence, réunion publique, ce sont des formats que vous connaissez, bien sûr. Ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on va avoir évidemment une présentation de l'événement, un certain nombre d'informations, le nombre de participants, les organisations participantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre des informations d'accessibilité. Typiquement, on peut imaginer que si vous mettez en place une petite garderie pour les enfants, vous pouvez le signaler. Si vous voulez mettre un système d'inscription, vous pouvez le faire. Si vous voulez mettre des informations supplémentaires, etc., vous pouvez le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un atelier d'émergence, par exemple, vous avez des idées, des propositions, des projets qui sont formulés. Et ces propositions, en fait, elles peuvent être versées à un module proposition. Rappelez-vous, c'est le premier que je vous ai présenté. Et en fait, ça va directement dans le module proposition. Donc, typiquement, réaménagement de l'ancienne piscine municipale, vous cliquez. Là, vous avez l'idée, vous avez la rencontre associée ici, et vous avez l'idée en tant que telle, le nombre de soutiens, de follow, de commentaires, ici. Ce qui vous permet tout simplement de le retrouver dans la boîte à idées du budget participatif. Donc, vous l'avez ici et vous la retrouvez ici. Donc. Alors, deuxième point, ça, c'est plus pour les budgets participatifs, mais ça peut être, à mon avis, utilisé pour d'autres choses. Vous avez ici les petits qualificatifs retenus, alors qu'ici, par exemple, c'est en cours d'évaluation. Mais on peut également avoir des propositions rejetées, bien sûr. Donc, par exemple, ici, vous avez la non-retenue, qui est une ferme pédagogique. Et donc, Irène, elle a été très active. Vous avez remarqué qu'Irène est sacrément active. Et ici, il y a une explication que vous pouvez apporter, vous ou la collectivité ou l'interlocuteur, le commanditaire. Vous pouvez tout à fait préciser pourquoi ça n'a pas été retenu. Ce qui permet aussi d'amener des choses intéressantes, je trouve, en matière d'andragogie de l'action publique, des contraintes, des enjeux des collectivités. C'est intéressant quand même d'avoir une approche de ce genre-là. Voilà, rencontre, donc proposition, enquête, rencontre. Donc là, sur les aspects d'accompagnement et de structuration de séquences, d'ingénierie de la concertation, de facilitation, etc., c'est déjà en fait assez intéressant. Mais j'y reviendrai sur ce combo de ces trois fonctionnalités-là
après que j'aurai présenté les autres fonctionnalités. La suivante, c'est donc budget. Là, on est vraiment dans un schéma de budget participatif. C'est en fait le module, la fonctionnalité de vote sur les budgets participatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a aujourd'hui de très nombreuses règles de vote qui sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut vraiment orienter comme on veut le vote et faire en sorte d'équilibrer un peu au mieux les votes et leur distribution, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu un module budget de Decidim, mais en gros, je peux pas, c'est vrai, je peux pas m'inscrire. En gros, quand vous votez pour des projets, ça va remplir la jauge ici, et vous ne pouvez plus voter après que ça a dépassé en fait le montant accordé et fixé par le commanditaire. Mais on peut, ça c'est le fonctionnement de base, mais on peut imaginer d'autres fonctionnements. Ça peut être, vous votez que pour 3 projets, ou alors maximum 3 et minimum, enfin maximum 5 et minimum 3. Enfin, il y a vraiment une multiplicité de règles de vote qui peuvent être appliquées et qui permet quand même d'avoir de la souplesse auprès des commanditaires. Bien sûr, on a toujours ce système de filtre et je vous montre comment ça se passe. Vous retrouvez en vérité dans le projet soumis au vote, ici, les idées et les différentes propositions qui ont été formulées dans le module ici, déposez vos idées. Donc, vous avez une traçabilité, une transparence justement du traitement des propositions, des projets qui sont soumis par les citoyens. Et ça permet véritablement de retrouver ces petits pour un citoyen comme pour les commanditaires et les organisateurs du budget participatif. Voilà. Et donc, vous avez la proposition qui structure au départ l'idée de départ. Et puis après, vous verrez, je vous montrerai juste après, on a ce principe de suivi des réalisations qui sont suivies. Ici, vous allez voir pour le budget participatif. Je continue. C'est donc le module suivant, suivi de la mise en œuvre. Donc évidemment, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Il faut faire un suivi, c'est-à-dire qu'au fond, on a nécessité d'assurer une information à l'issue de la démarche en disant voilà comment ça se passe, voilà comment ça se déroule, voilà l'avancement, et c'est vraiment à ça que sert ce module. Et vous allez avoir donc tous les projets qui ont été votés se retrouvent ici, catégorisés cette fois-ci, et vous allez pouvoir retracer l'état d'exécution global, c'est-à-dire en gros, ça c'est l'avancée globale des projets sur ce budget participatif dans son ensemble. Et on voit ici qu'on a différents niveaux qui correspondent à des thématiques différentes et avec des avancements différents. Donc, quand vous allez dans le sport, vous vous rendez compte que le projet d'équipement sportif des parcs de la ville, c'est 10%. Donc là, on sera en retard pour les JO, vous avez remarqué. Mais toujours est-il qu'on a ce premier ratio. Ce ratio, il est pondéré par les deux autres, culture et écologie. Donc, écologie sont allés un peu plus vite et vous avez une installation de plus en plus proche de nous des conteneurs de tri sélectif. Et quand vous rentrez dedans, vous avez le projet de base et le projet qui était inclus dans cette réalisation, d'accord, avec les différentes descriptions que vous voulez amener, un peu de timing, c'est-à-dire quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se termine, et bien sûr un ratio d'avancement qui permet ensuite de faire une moyenne ici pour la catégorie globale. D'accord ? Donc, c'est pareil pour la culture. Réaménagement de la date de la médiathèque. Vous rentrez dedans. Hop, vous avez des étapes que vous pouvez mettre ici, les projets correspondants. Et si vous cliquez sur le projet, voilà, vous pouvez aller chercher la proposition d'origine ici. Vous retrouvez le soutien, les commentaires. C'était le premier module que je vous présentais. Voilà. Alors ensuite, on a une série de modules qui sont un peu moins utilisés, il faut bien le reconnaître. On a un module ici de communication, ce qui veut dire qu'il faut être capable de délivrer du contenu. Mais ça permet, en fait, c'est un outil d'animation online de telle ou telle démarche.
Donc, par exemple, si certains d'entre vous ont des compétences éditoriales, ça peut être hyper intéressant de développer du compte-rendu au fil de l'eau, une chronique, quelque chose qui permet de mettre un peu de narration et ou de communication à animation dans une démarche directement dans l'espace, donc dans l'espace correspondant. Donc, par exemple, les personnes qui suivent ou qui ont déjà participé reçoivent une notification par mail quand vous publiez un petit post de blog. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un schéma avec un index pareil. Intéressant aussi, je trouve, c'est commentable. Donc, on peut avoir des discussions un peu spontanées qui se font à cet endroit-là. Et en gros, c'est toujours le dernier billet publié qui se retrouve en haut. On a une forme d'animation, communication qui est intéressante. Vous pouvez bien sûr ici, alors je précise que tout le monde parle latin couramment chez Open Source Politics, ça me semble évident, mais je préfère le rappeler. Toujours est-il que vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre des images, enfin c'est joli quoi, c'est pas un blog qui a un design de 2008. Donc voilà. Dernière modalité, fonctionnalité, pardonnez-moi. Alors il y a la première, c'est les pages débat. Ça ressemble beaucoup en fait à un module proposition, mais ce n'est pas des propositions, ce sont des débats. Débats que vous allez fixer par vous-même, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, Solucratie en 2025, lançons le débat, le modèle d'affaires de Solucratie en 2025, l'organisation de Solucratie en 2025, comment on fait et tout. Et puis en fait, les gens vont vont répondre, commenter, ça va structurer un fil de débat et c'est vraiment de la discussion pour la discussion. Ce qui, je trouve, est toujours dans nos métiers un peu galvaudé. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a toujours une commande, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas discuter dans le vide. Il faut qu'il y ait un livrable, il faut que l'élu ait un avis, il faut que les citoyens soient, comment dirais-je, aient restitué quelque chose de solide qui aboutit à une décision, etc. Je trouve que ça se discute, en fait. Il y a des conversations qui permettent d'avancer et qui ne donnent pas lieu à des livrables, mais qui permettent néanmoins d'avancer. Donc, c'est peut-être le module, la fonctionnalité qui pourrait être intéressante pour ça. Elle va subir de bonnes et belles transformations dans les mois qui viennent avec les versions qui arrivent. Donc, stay tuned. Ça va être sympa aussi, je pense, de travailler sur des formats purement délibératifs, en fait, et pas décisionnels ou livrables. Voilà. Dernière fonctionnalité, tirage au sort. Alors ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on a développé spécifiquement pour une campagne. Et en fait, il était bien développé. Donc, on a pu l'intégrer rapidement dans les fonctionnalités de base. En fait, ça va permettre sur un module proposition de tirer au sort, par exemple, des profils pour des listes électorales. C'est ce qu'on avait fait, en tout cas, en l'occurrence, en 2020. On l'a utilisé pour certains candidats de la mairie de Paris qui, en fait, ont voulu désigner les membres des listes d'arrondissement. Je ne vais pas rentrer dans le détail des élections à Paris, les amis, ne vous inquiétez pas. Mais qui toujours est-il, il faut beaucoup de listes, quoi, et avec beaucoup de gens sur les listes. Et du coup, c'était un des candidats qui avait, pour ne pas dire son nom, Cédric Villani, qui avait décidé donc de mettre en place ce système pour désigner les colistiers de ces têtes de liste. Voilà. Donc, ça permet véritablement d'organiser un tirage au sort qui est transparent. Donc, l'algorithme, il n'est pas caché. C'est-à-dire qu'on sait comment ça fonctionne. On a essayé de travailler vraiment sur les principes de Decidim appliqués au tirage au sort, en fait, et à l'algorithme qui permet le tirage au sort. Voilà. Donc, vous avez une présentation ici des fonctionnalités. Et maintenant, bien sûr, on a cette idée que on a des cas d'usage qui peuvent être intéressants. Alors, je ne sais pas ce qui vous intéresse le plus. Je pense que budget participatif, c'est quand même c'est beaucoup du en ligne, en fait. Donc, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais ce qu'on pourrait aller voir, par exemple, c'est les formats de convention citoyenne qui, au fond, sont des formats pas si compliqués que ça à mettre en place numériquement, même si c'est compliqué, en revanche, dans la vraie vie. Je suis bien conscient
des écarts qu'on a entre la volonté politique et les budgets, souvent quand on reçoit des propositions d'organisation de conseils citoyens ou de conventions citoyennes, on a des problématiques un peu de disjonction, ambition-budget qui sont un peu compliquées. Mais bon, on a évidemment des cas d'usage, aménagement du territoire. Donc là, par exemple, je vous le montrais tout à l'heure, c'est végétalisation d'un côté et la possibilité d'organiser des rencontres qui ne sont pas des ateliers, mais qui sont des marches, en fait. Donc ça marche très bien. Découverte du quartier à vélo. Voilà, donc l'itinéraire est bien sûr en latin, puisque c'est une langue couramment parlée chez Open Source Politics. Ce qui est intéressant, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est le principe d'étape. Et comment, pour les concertations, vous pouvez parfaitement configurer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20 étapes si vous avez envie, avec la possibilité de décrire ces étapes-là, d'y mettre des liens, des ressources, ce genre de choses. Très concrètement, c'est la matérialisation numérique du déroulement et de ce que vous avez prévu dans le cadre d'une opération de facilitation, d'ingénierie de la concertation, peu importe laquelle, avec cette idée qu'on est réglo du début à la fin et on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, bien sûr. Encore une fois, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais on a, si vous voulez, dans Decidim, tout un tas de fonctionnalités ou de sous-fonctionnalités qui correspondent aux bonnes pratiques de la participation telles qu'identifiées depuis quelques années. Donc, en fait, vous avez vu tout à l'heure pour le suivi, c'est le cas. Pour les étapes et l'annonce des étapes, c'est le cas. Pour le maximum de transparence et de continuité entre les différentes propositions, c'est la même chose. On a une capacité de traçabilité, de transparence un peu à tous les endroits, ce qui permet vraiment de coller, si j'ose dire, aux bonnes pratiques identifiées, en tout cas jusqu'à présent, par les gens du secteur et par les gens qui font ça et qui font ce qu'on fait, quoi. Dernier petit point, vous avez donc des espaces de concertation. Ça, c'est les espaces avec étapes, d'accord, dans Decidim. Donc, le budget participatif, l'aménagement du territoire que je vous montrais. Mais vous avez aussi la possibilité de créer des espaces d'assemblée qui n'ont pas d'étapes et qui sont au fond des espaces qui peuvent durer indéfiniment, entre guillemets. Ici, par exemple, vous avez l'exemple du conseil citoyen. C'est le fameux groupe, vous voyez, c'est le conseil de quartier, en fait. Très concrètement, vous pouvez annoncer, présenter les différentes rencontres qui vont avoir lieu, les ateliers, etc. Vous pouvez également distiller, je vous le disais tout à l'heure, de l'info et un peu communiquer, animer l'espace. Et vous pouvez également participer ici à la rédaction d'une charte, par exemple. C'est intéressant comme cas d'usage parce qu'en fait, c'est un endroit où on peut faire ou des amendements et ou des commentaires. Donc, vous avez un système en fait de texte partagé et commentable, pas à la façon d'un Google Doc ou d'un Framadoc ou je ne sais pas quoi, mais quand même, on s'approche de quelque chose qui est intéressant parce que ça conserve tout et ça permet de suivre un peu les commentaires, les discussions qu'on a sur tel ou tel sujet. Alors, ça marche bien parce qu'on l'a fait avec Greenpeace notamment. On l'a fait avec aussi, dans le cadre aussi de l'Assemblée citoyenne de Nancy, mais version 2021. Donc, en gros, on est capable, en fait, soit de faire de la grosse mobilisation en interne avec ce genre d'outils, soit de l'accompagnement par exemple, d'assemblées citoyennes, de conseils citoyens, ou de conventions, etc. Voilà, donc c'est un peu pour faire du texte juridique, par contre. Donc, vous allez au règlement intérieur, vous pouvez ajouter votre commentaire. Donc, c'est sectionné, en fait. Le texte est suffisamment sectionné pour pouvoir tout traiter. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant en termes de présentation du soft. On a de nombreux exemples, évidemment. On peut faire des trucs ultra institutionnels comme ça. Donc là, vous avez en fait
un système sous les yeux qui est vraiment, c'est le design system de l'État. Genre, c'est vraiment une plateforme qui est une plateforme Decidim, hein, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'en est une. Vous voyez, donc c'est ici, logiciel libre Decidim, vous voyez ici. Donc, des choses qui peuvent épouser de manière extrêmement précise, en fait, des choses de très rigoureusement établies, genre le design system de l'État, ça rigole pas trop, quoi. Et puis, on a des plateformes qui sont des plateformes locales, soit par exemple métropolitaines. Voilà, donc participation citoyenne. Vous avez ici toutes les concertations collectives de la métropole. OK. Donc, vous pouvez participer à toutes. Voilà. Vous pouvez également, il y a aussi également, voilà, donc ça pour faire des choses plus modestes. On a par exemple la ville de Tours qui commence vraiment, je trouve, à faire des choses sympas. Et là où on est beaucoup plus sur un schéma de plateforme locale qui a que quelques concertations en même temps, mais pas tant que ça. Budget participatif, hein, le grand classique, avec les fameuses étapes que vous retrouvez ici. Tout simplement. Voilà, donc des choses plus modestes, plus accessibles. Voilà. Alors, je vais arrêter pour l'instant mon partage. Peut-être qu'on a des questions, une première série de questions. Et puis ensuite, peut-être discuter un peu du fond si cela s'y prête. Voilà. Alors, ouais, donc du coup, ce que je propose, c'est question de clarification dans un premier temps, puis après on fera un petit tour de parole de ressenti, juste pour voir, après avoir lu tout ça, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Est-ce qu'il y a des questions de clarification sur les fonctionnalités, sur l'application elle-même, des choses où vous dites, tiens, Bonjour Pierre. Moi, j'ai bien une question de clarification. Donc là, en fait, vous déployez en fait une instance de Decidim vous-même, et est-ce que vous mutualisez ça avec d'autres structures qui peuvent déployer d'autres instances, enfin, sur les cas d'usage? Est-ce que des fois vous échangez avec d'autres structures qui des fois déploient aussi du Decidim? Alors, en fait, on aimerait bien avoir des interlocuteurs comme nous, Adrien. Malheureusement, ou je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, on est un peu les seuls à faire ce qu'on fait. Donc, si bien qu'on va discuter soit… En fait, en gros, on n'a pas d'acteurs comme nous directement. On a des structures qui commencent à se développer avec le logiciel Consul un peu en Allemagne sur la même structure, sur la même un peu idée, mais c'est 3-4 personnes. Nous, on est quand même 27 équivalents temps plein à l'année, donc c'est un autre… c'est une échelle un peu comme ça à laquelle on évolue. On a lancé 160 plateformes depuis 2016 et on est à 80 plateformes, dont des plateformes à forte charge en simultané. Donc, nous, on discute généralement avec deux types d'acteurs. Là, je parle de l'espace francophone. Le premier, c'est des startup studios ou des studios de développement, en fait, qui aiment l'open source et qui travaillent avec nous ou conjointement sur des choses, enfin, sur des développements Decidim, quoi, en gros. Ou alors, on discute avec des acteurs de l'ingénierie de la concertation pour justement leur fournir un écosystème, un environnement de travail numérique, soit pour les participants des démarches, soit pour la municipale, enfin la collectivité qu'il y a derrière, enfin ça dépend. Et donc on travaille vraiment, on essaie de rejoindre, faire se rencontrer les mondes en fait, globalement. Chez nous, on a des spécialistes des questions open source aussi. Donc, l'open source, c'est pas que Decidim. Je veux dire, on n'est pas… il y a plein d'autres outils qu'on souhaite utiliser, qu'on utilise déjà. Je pense notamment à la visualisation de données, la statistique, c'est Metabase. Donc, c'est un logiciel qu'on plug et qui va nous permettre de sortir plein de stats. Et voilà. Et en fait, personne ne fait ça. On est un peu en train d'inventer les métiers. Et en fait, c'est plutôt comment on diffuse la technologie pour les acteurs que ça intéresse, à moindre prix en fonction de ce qu'on peut faire, comment on fait travailler l'État pour qu'il nous finance, je précise, qu'il finance le développement du soft. C'est pareil pour les grosses collectivités. On essaie de les faire rentrer dans des pools de financeurs.
en travaillant avec eux et pour pouvoir diffuser la technologie auprès d'acteurs plus petits. Pour l'instant, c'est ça le schéma, en fait, globalement, que je peux décrire, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en fait. Oui, bah, tu as étendu la réponse, donc Voilà, c'est ça. ça va clarifier pas mal de choses, merci. Est-ce que tu as une notion de combien de plateformes sont installées sur la France? Parce que j'imagine qu'il y en a aussi qui déploient de leur côté, vu que c'est un open Oui, source. alors du coup, on est quand même dans une situation pour ce qui est de Decidim assez proche d'un monopole en fait. On a deux types qui se sont lancés en Gironde là et qui proposaient de lancer des plateformes Decidim. On a un consultant indépendant en Bretagne qui fait ça. Après, en gros, aujourd'hui, on a aussi déployé des plateformes à la DITP. Enfin, la DITP en a une sur ses serveurs. Enfin, en gros, est capable de le faire. La DINUM aussi est à Lab et tous les copains, ils peuvent le faire. Et on a maintenant la NCT. Parce qu'en fait, Pierre-Louis Roll, le directeur de la stratégie de la NCT, connaît bien Decidim, connaît bien Open Source Politics. Et en fait, il se trouve que ils ont leur propre serveur. Voilà. Donc, faut que je fasse un recensement, mais on doit être à 500 plateformes Decidim déployées dans le monde à ce stade au moment où je parle. Essaye. Ça va. J'ai loupé un peu le début, mais du coup, je me demandais, est-ce que c'est aussi adapté à des formes de participation où il y a vraiment modeste, quoi, où il y a 20 personnes, 50 personnes, mais on a envie de faire collaborer voilà, via un outil en ligne, est-ce que ça peut être En peut-être. fait, on a eu cette barrière-là. C'est-à-dire qu'on a un ticket d'entrée technique qui est réel parce qu'il faut des compétences d'install, de gestion de serveur, d'admin 6, comme on dit, d'install, etc. Pendant longtemps, on s'est retrouvé quand même dans un schéma où on ne pouvait pas descendre en dessous d'un certain budget. En revanche, ça nous embêtait beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer. Et on a enquêté, investigué, on a travaillé un petit peu sur comment faire. Ce n'est pas nous qui avons craqué le problème, c'est un studio de dev qui s'appelle Octree, qui est donc un studio suisse. Et en fait, on vient de monter le partenariat, donc c'est pour ça que je peux en parler. On va proposer une sorte de Decidim Lite. Lite, L-I-T-E, hein, vous savez, c'est des versions allégées de logiciels, un peu avec des fonctions de base, un peu des fonctions laser focus, comme disent les start-upers. Et ça va vraiment nous permettre de faire drastiquement baisser le ticket d'entrée. Pas pour les gros acteurs ou les moyens qu'on couvre déjà et qui ont des besoins différents, mais sur les petits, typiquement petites communes, pendant 3 mois, ou 4 ou 5, on s'en fout, 6, enfin voilà, avec des budgets très petits, c'est tout compris. C'est-à-dire qu'il y a la mini-formation pour l'utilisation de Decidim. C'est un Decidim qui est light, hein, il y a 2-3, il y a rencontre, proposition, enquête, c'est tout. Il y a une personnalisation graphique, mais elle n'est pas ultra poussée. Et du coup, on va s'en sortir un maximum, tout compris, y compris le conseil, l'accompagnement, le support, à maximum 500 € par mois. Ce qui fait sur un budget, par exemple, de 3 ou 4 mois, 1500 €, 2000 € pour avoir la plateforme. Et derrière, on peut aussi plugger des choses pour avoir les résultats. Donc, en gros, il y a 6 mois, je n'aurais pas été capable de dire oui. Là, je suis capable de dire oui. Donc oui, ça peut être utilisé comme ça et avec un schéma très court, enfin de courtes séquences et peu de participants. Après, la question, c'est est-ce que la technologie est utile à certaines échelles? C'est pas du tout, pour moi, une évidence. Il ne faut pas toujours mettre une plateforme en face. Ça me semblerait être une erreur conceptuelle. Voilà. Mais c'est peut-être mon point de vue. Alors, qui veut s'exprimer pour déjà faire un petit tour de ressenti? On dit 3-4 minutes chacun max, si ça vous va. Je peux commencer?
sais pas, j'ai peut-être pas 4 minutes de ressenti. Donc, Decidim, je pense que je connaissais. Je me demande si, quand il y a eu la convention pour le. Non, c'était le jour d'après, je crois. Ça date de quelques années. Je ne sais plus dans quel contexte ça avait été fait, mais ça existait Decidim. Et à l'époque, moi, j'avais surtout cette vision on récolte des propositions et il y a des personnes qui en font une synthèse. Et là, Ouais. bon, bah, c'était plus des méthodes de comment est-ce que sur plein de propositions qualitatives, Oui. on extrait voilà, une synthèse générale. Mais là, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de modules différents. Et bah, sur des missions de participation citoyenne, je pense à... Moi, j'ai jamais trop pratiqué, mais je trouve que ce qui me manque souvent dans ces missions-là, c'est le côté où pendant les temps présentiels, il y a des animations qui sont menées, bah, il y a de la volonté, il y a de l'énergie, et c'est essayer de pas faire retomber le soufflet, surtout quand les accompagnateurs ne sont plus en mission, et là, il y a un peu un risque que le soufflet retombe. Et si on arrive à instaurer une pratique un peu plus régulière, notamment via des outils numériques, enfin, moi, ce qui, dans ma tête, me fait dire que ça peut être des bons compléments, ce genre d'outils-là. Et bah, vu la variété de modules, j'ai l'impression que maintenant, Decidim, ça peut suffire à lui-même sur pas mal d'aspects. Et par exemple, l'an prochain, si l'appel à projet est retenu, mais je devrais travailler sur de la participation citoyenne sur la thématique de l'eau dans l'Aude, où Ouais. on va rechercher des initiatives citoyennes. On aura sûrement un groupe de 10 personnes assez volontaires, mais on rechercherait aussi à ratisser un peu plus large pour capter des idées nouvelles. Et ça, on pensait le faire de manière numérique. Et si là, il y a un Decidim Lite qui peut être déployé, c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant, tu vois. Parce qu'en effet, Ouais. moi, j'avais l'image de quelque chose d'assez massif où on le met en place quand on a besoin de récolter des milliers de propositions, mais j'ai l'impression que c'est pas mal modulable. Oui, c'est Je scalable. retiens. Comme Scalable, oui. Comme disent les développeurs. voilà, les développeurs ou les start-upers. Attends, avant Oui, que tu réagisses, Adrien, on va continuer le tour de parole, si c'est OK. pardon, pardon. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est bon pour moi, j'ai dit. Mélanie. Et bah, du coup, je prends. Alors, c'est une sensation en fait qu'il y a énormément de choses et donc du coup, j'ai eu toute une nébuleuse qui m'est tombée dessus là, poum! Donc, effectivement, je me dis que si on a besoin et on se dit: «Tiens, Decidim, c'est bon», il faut effectivement revenir, je pense, vers vous pour affiner, effectivement la proposition parce qu'il y a énormément d'informations, énormément de choses possibles. Et je vois qu'on peut faire le très grand et a priori, on peut affiner et aller vers du plus petit. Absolument. Donc, du coup, ça, c'est super intéressant. Mais en même temps, voilà, j'ai eu énormément d'informations en 3 minutes. Donc, du coup, j'ai du mal à digérer. Il faut que ça sédimente et que je redispatche pour avoir vraiment bien dans la tête toute la nébuleuse qui est possible. Et voilà, donc ça, c'est un ressenti. Après, j'ai une autre idée qui me vient. On parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, etc. Et je me dis, est-ce que du coup, il y a des ponts qui peuvent se faire entre ce que propose Decidim et ces histoires d'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des éléments déjà que vous avez commencé à réfléchir ou pas? J'en sais rien. Voilà, parce que on a testé à Solucratie une mise en application avec NextGPT. Donc, qui est une utilisation du chat pour pouvoir l'utiliser sur des ateliers participatifs. Donc voilà, je me demande en fait qu'est-ce qui peut être lié ou pas, et si vous y avez déjà réfléchi. Voilà, j'ai dit. Ok, j'attends les autres ressentis. J'écoute les consignes. Merci. Pierre, est-ce que... C'est que j'ai un ressenti d'avoir déjà une grosse partie de l'info qui me manque. Du coup, je suis arrivé un petit peu au milieu, mais voilà, je comprends le principe et de comment on parle. Là où j'aurais peut-être un peu aussi besoin de clarification, c'est du coup l'objet de notre réunion, du coup, vers quoi on tend. Est-ce que c'est plutôt nous qu'on connaisse votre outil et que comme ça, dans nos missions, ben, on puisse l'utiliser au moment où on se dit, tiens, j'aurais
tel outil et que ce soit celui-là? Ou est-ce que c'est plutôt vraiment une réflexion commune sur une offre commune qui pourrait être montée? J'ai l'impression que j'ai compris, c'est plutôt la deuxième solution, mais moi, ça demanderait à être clarifié. Mais sinon, même sur la première option, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce type d'outil-là. En tout cas, moi, en tout cas, dans le collectif où je suis, et puis dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était vraiment on est sur du travail en atelier, en présentiel. Et on utilise des petites plateformes qu'on crée un petit peu nous-mêmes avec les moyens du bord. Et en tout cas, il y a, il y a une forme de complémentarité, en tout cas, qui est assez intéressante. Et voilà, du coup, ça peut être intéressant d'explorer ça. Et voilà, pour l'instant, ce qui me vient là, je me dis qu'il y aura peut-être des ponts à faire avec notamment la ville de Lyon. Enfin, en tout cas, si on commence à toucher à des échelles où il y a beaucoup de monde, c'est des outils où il faut quand même qu'on sache un petit peu les intégrer aussi à nous, notre pratique, qui est plus d'animer des ateliers, de construire une démarche, mais ça fait partie des outils. Voilà, intéressant. Et j'ai dit pour l'instant. Merci. Merci. Du coup, je vais prendre. Alors, pour moi, il y a plusieurs trucs qui sont intéressants. Déjà, le fait que ça fasse partie, que ça rentre dans le cadre de l'économie contributive, c'est-à-dire que à partir du moment où Decidim est déployé, c'est de l'argent public qui est utilisé pour faire grandir un commun et qui n'est pas utilisé juste pour enrichir une boîte. Et donc, le fait que les fonctionnalités soient développées avec des pools d'utilisateurs, avec des trucs comme ça, et que à chaque fois que vous développez une nouvelle fonctionnalité, finalement, au bout d'un moment, elle est disponible pour tout le monde et tous les autres utilisateurs dans le monde entier. Oui, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment open source à la fin, philosophiquement parlant et dans les faits. Ouais. Ouais, donc il y a ce côté-là où pour moi c'est à la fois, c'est non seulement important mais c'est essentiel. Donc il y a ce truc-là. Il y a aussi le fait que c'est l'outil numérique, l'interface de l'outil numérique permet de propager la culture de la participation. C'est-à-dire que, alors oui, on peut décocher des cases, désactiver des interfaces, etc. Et ça reste modulaire. Donc on peut quand même faire de la merde avec. Mais quelque part, on peut aussi l'utiliser pour se soutenir dans le fait qu'on s'assure qu'on est bien transparent, qu'on s'assure qu'on applique bien les bases de tout ce qui est bon à faire en termes de participation citoyenne, etc. Et du coup, le fait d'avoir un outil qui est solide et qui est construit comme ça, ça permet de soutenir ça. Et donc, faut presque vouloir, faire le choix conscient de faire de la merde en participation citoyenne. Donc, j'aime beaucoup ce truc-là. Il y a aussi la notion de comment dire, en fait là, on est encore majoritairement dans une culture de consommateur des services publics où les gens payent leurs impôts au vote, etc. et s'attendent à avoir tout ce qu'il faut de leur côté. Mais si on veut vraiment transitionner vers une culture de contributeur au service public, les citoyens, ça se gère plus comme du bétail, ça se gère comme une communauté. Et on passe plus sur des modes genre gestion de communauté, comme dans les entreprises, comme n'importe quelle marque, etc., ou comme les associations et tout, où on va essayer de s'assurer que les gens soient informés pour qu'ils soient engagés, de s'assurer qu'il y ait une forme de transparence, de s'assurer qu'il y ait une communication qui soit fluide, qu'on ait un patrimoine informationnel commun auquel les gens peuvent accéder pour être inclus dans la conversation et s'assurer qu'ils soient toujours à niveau sur là où on en est en termes de décision, etc. Il y a des espaces de discussion. Enfin bref, pour une collectivité, c'est intéressant parce que là, voilà, on a de la gestion de communauté et ça permet aussi d'inscrire, plutôt que de faire des projets ponctuels, one-shot sur un territoire en disant hey, on arrive, on fait de la concertation et puis on s'en va. Et puis tout ce qu'on a fait finalement, alors peut-être c'est poser un endroit dans un dossier, dans une armoire quelque part, machin. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on inscrit en fait chaque projet dans une dynamique globale où à chaque fois qu'on va rencontrer des gens, on va pouvoir les connecter à cette démarche-là et on va pouvoir s'assurer qu'ils savent où aller chercher l'information et tout. Donc, on connecte au fur et à mesure, on crée une base d'utilisateurs de plus en plus grande qui fait que les gens vont pouvoir être connectés à ce truc-là, donc en termes de newsletter, en termes de communication, etc.
À chaque fois, ça permet d'être de plus en plus efficace et d'avoir de plus en plus de gens qui suivent ou qui sont au courant. Et après, ça permet de donner encore plus de puissance aux bouche à oreille sur le terrain. Donc, enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Le fait de dire ah, OK, bah, on a fait une démarche, on a mis en place un projet de concertation et puis on a posé un truc à un endroit et un document que les gens ne vont plus jamais lire, bah, ça ne sert à rien. Par contre, si la documentation, elle est au milieu de processus opérationnels où les gens vont venir sans arrêt et ils savent qu'il y a une activité, qu'il y a une vie qui se passe sur le truc et quand ils ont besoin de savoir quelque chose ou de donner leur avis, bah, c'est là que c'est. Ils vont pouvoir se tenir au courant des actualités, ils vont pouvoir s'engager sur les différents trucs et tout. Donc ça, pour moi, c'est super intéressant. Ensuite, il y a deux axes. Pourquoi c'est important pour nous, enfin, en tout cas de mon point de vue, pourquoi c'est important pour nous dans notre métier de connaître cet outil-là? Il y a deux choses. La première chose, c'est que on voit en fait comment ça peut nous soutenir. Donc, comment on peut avoir un soutien numérique aux activités qu'on fait en termes de communication, etc. Donc, ça, c'est un premier truc où il y a tout un champ des possibles que ça ouvre et qui permet de pérenniser en fait les interventions qu'on fait. C'est plus seulement un événement, mais c'est une démarche dans la durée. Et la deuxième chose, c'est que on a l'air moins con quand on va voir les collectivités qui utilisent déjà Decidim. C'est-à-dire que si on ne connaît pas les fonctionnalités qu'il y a dessus, si on ne sait pas comment ils l'utilisent, etc., eh ben, tout de suite, on paraît un petit peu moins professionnel. Tandis que si on maîtrise les outils, on sait au moins de quoi ça parle et comment ça fonctionne, eh ben, on peut faire des propositions en disant « Ah, mais cette collectivité-là, ils ont déjà Decidim. Du coup, on peut faire une proposition qui est soutenue numériquement de manière beaucoup plus efficace. » Donc, on est beaucoup plus pertinent dans nos offres et dans ce qu'on fait. Et pour répondre à ta question, Pierre, du coup, la question de pourquoi on est là et pourquoi on discute, eh ben, c'est justement ça, c'est de comprendre en fait comment nous, cet outil peut être à notre service dans nos activités. Est-ce qu'il peut vraiment l'être? Quels sont peut-être les points de vigilance à avoir, les écueils, les trucs comme ça, enfin, et de voir si parce qu'il y a aussi le côté open source politics où, alors Adrien, tu me corrigeras après, mais vous êtes plus orienté technique, justement, déploiement d'outils numériques et beaucoup moins concertation. Donc, vous connaissez la concertation à travers l'outil numérique que vous déployez et comment ça fonctionne et ses fonctionnalités, mais vous ne la connaissez pas forcément à travers le fait de la pratiquer sur les territoires. Donc, il y a cette question de comment on merge les deux entre usagers pratiquants qui connaissons les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas les collectivités qui disent hey, on veut faire de la participation citoyenne, c'est trop super, et puis en fait, ils essayent, ils sont pleins de bonne volonté, mais ils n'ont pas forcément les compétences, et du coup, ça crée des blessures auprès des habitants. Et nous, on a des valeurs, j'espère, on a des valeurs, on a une vision de la participation citoyenne, on a une culture à partager, à propager, etc., et des pratiques. Et en fait, nous, on peut faire vraiment les médiateurs entre les collectivités qui ont des fortes envies et vous qui déployez des trucs en termes d'utilisation. Voilà, je suis désolé, j'ai été long et je pense que j'ai pris plus que 4 minutes. À toi, Adrien. Alors, je reprends. Merci beaucoup pour vos différents points. Alors, ça a été dit plusieurs fois, mais ouais, c'est vraiment ça l'objectif qui n'est pas du tout… c'est un objectif primaire, un premier de Decidim, c'est vraiment de travailler sur la continuité des démarches, leur donner un fil rouge, les rendre cohérentes les unes avec les autres d'une part, et sur une démarche de donner de la continuité, et c'est vraiment le support qui permet de le faire. Donc ça, en effet. Sur les questions d'élargissement, de la participation, c'est évident. Sur la question aussi de la rencontre, au sens de toujours comme on fait et en présence et en numérique, et qu'à chaque fois, à chaque étape, on a toute l'info, on a toute la doc, on sait où aller trouver, on peut revenir sur la plateforme et tout ça, c'est pareil. Donc ça, c'est tout à fait identifié et c'est vraiment à ça que ça sert. On a des cas d'usage au sens strict du terme qui nous permettraient de vous montrer ça. Sur la diversité, je crois que c'était la remarque d'Adrien, sur la diversité des modalités qui sont très nombreuses et tout. En effet, je précise encore une fois, je le redis, on a aujourd'hui une solution beaucoup plus réduite qui permet de faire des choses très simples au sens aussi de comprise par les participants, puisqu'on se rend compte que même les dispositifs numériques trop sophistiqués, même si on explique bien, des fois ça ne marche pas super. Donc,
c'est pas plus mal d'avoir très peu de fonctionnalités, mais ultra performantes et qui disent ce que ça fait ce que ça dit sans problème. Voilà. Alors, sur la question d'Hélène, ChatGPT, NextGPT, alors c'est très intéressant parce que ce matin même, 9h, 9h30, j'étais avec Flavien Basset, à l'invitation d'ailleurs de Yannick, en tout cas à la suggestion de Yannick, parce que en effet, le pain point que eux ont identifié chez NextGPT, c'est cette idée de retranscription, c'est galère et machin, on ne sait pas comment faire et tout ça. Et puis ils ont vraiment adressé cette idée de comment je restructure en instantané quasiment mes comptes rendus pour avoir des paragraphes qui sont publiables, quoi. Donc en gros, c'est ça. Ou alors, moi, j'aime bien les résumer en 10 points. J'ai bien aimé ce truc-là. Donc nous, on a différentes choses comme ça, en fait, déjà. Déjà dans les outils qu'on utilise, mais pour la gestion interne, on a des assistants artificiels et ce n'est pas des intelligences, je le précise. Ce n'est pas parce qu'un vélo, il est super beau que ça reste un vélo. Donc, c'est des vélos pour l'esprit, mais ce n'est pas des intelligences, soyons clairs. Et au fond, on a déjà des boîtes à outils, nous, d'analyse de texte et de retranscription de texte qui s'approchent fort de ce que fait OpenAI 3.5, la GPT 3.5. C'est pas aussi perf, mais c'est pas mal. Et donc, en gros, dès la semaine prochaine, on va commencer à explorer pour les questions d'intelligence artificielle, d'assistance artificielle adaptées à nos métiers. Il y a ce truc-là de la transcription des comptes rendus, mais il y a d'autres sujets. L'analyse de corpus, la synthèse, les rapports des rapports hebdo, par exemple, c'est très simple. S'il te plaît, ChatGPT, fais-moi un rapport hebdo de la fréquentation de la participation sur cette plateforme-là depuis lundi. Donc ça, on a identifié les trucs qui étaient possiblement faisables. On a plusieurs segments où on pense que les métiers ne vont pas du tout disparaître, où ils vont plutôt être transformés. Et que l'enjeu, c'est que tout le monde devient une sorte de prompt artiste plutôt que tétanisé par l'arrivée et l'irruption de ces outils-là. C'est juste des vélos, ça reste des vélos, donc on va les utiliser comme des vélos pour l'esprit, exactement comme l'ordinateur individuel, Internet et aujourd'hui l'IA sont des vélos pour l'esprit humain. Voilà, notre ligne, c'est celle-là pour l'instant. L'offre commune à imaginer, oui, et encore une fois, ça c'était la remarque de Pierre, je terminerai là-dessus. Alors, oui, notre idée, c'est de diffuser la technologie. On pense que c'est une bonne tech, ça fait avancer le schmilblick, précisément parce que la philosophie de son développement induit des bonnes pratiques. C'est exactement ce que disait Yannick juste avant. Mais ça ne veut pas dire pas n'importe comment, ça veut dire pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix, et en adaptant les outils et les prix à qui on a besoin. Et comme je le disais tout à l'heure, on a eu vraiment une séquence 2018, 19, 20, 21. En fait, on est en galère, on ne sait pas comment faire avec les petits, parce qu'il y a un ticket d'entrée qui est trop cher pour eux. Mais qui en même temps, nous, on est en plein développement d'entreprise. Donc, comment on fait pour quand même pouvoir s'autofinancer? On est en autofinancement depuis 8 ans. Il y a eu plein de contradictions comme ça qu'il a fallu surmonter. Mais aujourd'hui, on est bien assis, on est mieux assis. On a vraiment des réseaux à l'échelle de l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Et on est capable de délivrer un service très peu cher pour les acteurs qui peut-être avec qui vous travaillez. Et qui nous fait que je me retrouve ici avec Arthur et vous aujourd'hui. C'est vraiment ça. C'est parce qu'on a les moyens de le faire qu'aujourd'hui, on en est là. Donc, oui, pour une offre, je pense que la philosophie, il y a de la compatibilité à tous les étages. Et voilà, j'en suis là et je suis assez d'accord avec ce point de vue qu'on pourrait essayer de construire des choses, quoi. Voilà, moi aussi, je suis très bavard, t'as vu, Nick? On est deux. Je propose là qu'on ouvre le micro puis qu'on passe en mode conversation, c'est-à-dire comment est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous dites tiens ça pourrait être utile, ou comment vous verriez vous ça peut être aussi l'idée d'accompagner une collectivité qui se dit nous on veut des CEDIM, donc qui attaque par là et qui se dit on aimerait bien installer des CEDIM, et comment en fait nous on les accompagne à créer la culture de participation qui est nécessaire pour l'utiliser correctement.
Moi, j'avais une question. Si souvent les collectivités ont déjà des plateformes, ont déjà installé des trucs numériquement, comment elles font? Est-ce que c'est l'outil de plus? Est-ce que c'est interopérable? Comment ça se passe dans ces cas-là? Oui, alors nous, Decidim, c'est fondé, c'est construit pour favoriser l'interopérabilité et forte capacité à traiter de la donnée, à l'injecter, à la réinjecter, à la sortir, à la faire la rendre visible et intelligible. Par contre, voilà, j'ai plein de, en fait, j'ai tout un tas de blocs de discours qui viennent, donc je vais essayer de me calmer. Mais il y a plusieurs sujets dans la question, en fait, à vrai dire. Donc voilà, c'est une réponse préliminaire. Est-ce que vous seriez OK, vous, pour que ça soit partagé plus largement? Ouais, ça ne me dérange pas. OK, parce que je me dis que c'est aussi Enfin, c'est une forme de coup de pied au cul aussi, pour dire aux gens, il y a ça qui existe et voilà, il y a des choses, il y a des réflexions derrière, il y a tout un tas de choses. Donc voilà pour les aspects un peu tech. La question des données reste aujourd'hui essentielle. On est carré, la plateforme a été décidée, mais en tout cas a été jugée la plateforme la plus fiable et recommandée dès 2019 pour le traitement des données qu'elle permettait, c'est-à-dire un traitement très faible, avec très peu de choses. On demande peu de choses et on ne retrouve pas de données accessibles sur la plateforme, etc. Donc, on a vraiment une forme de vertu et de respect du RGPD de manière un peu plus très poussée sur des sites. Il y a un truc qui est important aussi, c'est qu'il y a une intégration possible avec, comment ça s'appelle, c'est France Connect. Absolument. Donc, ça permet aussi d'éviter les dynamiques du genre ah, bah, moi, je suis un opposant politique et je vais créer 300 profils avec mes, avec mes amis russes. Il n'y a pas que ça comme SSO, donc système d'authentification, je précise, un SSO, c'est-à-dire des logiciels qui se rajoutent au logiciel à la plateforme pour vérifier l'identité de la personne et être sûr que c'est bien la bonne personne. On est aussi on connaît bien Entrouvert, une coopérative qui gère le SSO qu'on appelle public, PUBLIK, et qu'on retrouve dans énormément de communes aujourd'hui en France, petites et grandes. Donc, on les connaît bien, on discute avec eux tout le temps. Enfin, c'est vraiment des gens avec qui on se comprend bien. Et donc, on est capable de s'adapter aussi au système d'authentification STAR qui s'appelle public des collectivités et des communes en particulier. Je précise. J'ai une question plus sur l'implémentation. Quand vous le déployez dans une collectivité, en fait, c'est quoi les problématiques pour que les gens se l'approprient? Comment, je veux dire, parce que là, c'est nous là où on peut justement amener quelque chose. Est-ce que ça arrive, en fait, il y a des collectivités qui le déploient, puis il n'y a jamais personne qui se logue dessus? Enfin, tu vois ce que je veux dire, en termes d'appropriation de l'outil? L'appropriation par les administrateurs, c'est-à-dire les gens côté collectivité, c'est-à-dire la formation, on forme les gens. Donc, on a des formats, plusieurs formats et séquences de formation qui permettent de prendre en main, quand on est administrateur, la plateforme assez vite. Donc, en gros, on s'entraîne formation de 2 heures plus 2 heures, ça fait 2 fois 2 heures, quoi. Entraînement entre les deux. Bon, il y a une petite barrière, une petite marche à franchir, mais après, ça va, c'est quand même une situation facile. Après, la prise en main par les utilisateurs, on se rend compte qu'en fait, c'est quand même aujourd'hui, ça repose sur des mécanismes d'expérience utilisateur qui sont connus par les internautes et les utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais par exemple, aujourd'hui, on est en 2023, donc créer un compte sur une plateforme, valider son mail juste après, revenir sur la plateforme, c'est quelque chose qui est en fait assez maîtrisé, y compris par des gens d'un certain âge. D'accord? C'est-à-dire que la fracture numérique, elle n'est pas générationnelle, hein, elle est sociale. On est en 2023, entendez-moi bien, c'est-à-dire que les gens qui ont 60 ans aujourd'hui, qui ont 70 ans aujourd'hui, ils en avaient 50 dans les années 90-2000. Hein. Ils ne sont pas perdus avec les outils s'ils étaient, par exemple, dans des métiers de service, bureau, ce genre de choses. Ils savent faire. Donc, on a des barrières d'utilisation, mais qui sont aujourd'hui plutôt sociologiques et qui sont doubles. Bien sûr, il y a le côté inscription, il faut avoir l'adresse email, il faut, voilà, et tout. Puis après, il y a le rapport à l'écrit. Figurez-vous que l'écriture,
prendre le temps de structurer son point de vue, une idée à l'écrit, il y a des barrières sociologiques. Il y a des gens qui ne savent pas faire, qui ne veulent pas, qui ressentent ça comme quelque chose de « mais attends, on n'est pas à l'école ici, machin ». Okay, donc, les barrières, elles sont là, en fait, et elles rejoignent les barrières qu'on a à la participation, plus largement, par exemple, en matière d'ingénierie de la concertation, où on n'a pas toujours tout le monde. Et que c'est ce fameux syndrome où tu as la réunion publique avec un bataillon, un gang de retraités qui vient mettre la pression aux élus ou aux responsables, ça dépend. Voilà, donc on a quand même ce genre de choses qu'on peut retrouver sur les plateformes, d'accord? Pardon, ce qu'on a, c'est qu'on a une homologie structurelle de la participation entre que ce soit l'ingénierie de la concertation, la démocratie numérique ou, par exemple, les scrutins électoraux. D'accord? C'est-à-dire qu'on est dans un pays, finalement, où il y a une sorte de suffrage censitaire qui ne dit pas son nom. Et quelque part, on retrouve sur les plateformes ce qu'on retrouve ailleurs. La vérité vraie de la participation, partout, tout le temps, c'est le silence et la non-participation. Donc, et le premier parti de France, ce n'est pas tel ou tel, c'est l'abstention. C'est le silence. Et donc, en gros, on en est là sur les plateformes aussi. On va avoir les super utilisateurs. C'est comme les personnes avec qui tu tombes dans les ateliers qui sont hyper moteurs et qui t'aident et que ce côté, cette énergie qu'ils arrivent à transmettre et qu'ils arrivent à endosser dans un atelier d'intelligence collective, trucs comme ça. Là, c'est pareil, tu as des super utilisateurs qui proposent plusieurs idées, quoi, qui commentent et tout. Il y en a d'autres qui ont vu de la lumière, qui se sont dit, je vais tenter le coup, peut-être que les élus vont voir et qu'il va y avoir un truc qui va se passer. Mais en gros, si ce n'est pas ultra encadré avec des dispositifs de communication, des dispositifs présentiels, aller voir les gens, faire du faire avec, du aller vers, etc., tu ne vas pas améliorer fondamentalement le niveau et la qualité de la participation. Voilà ce que j'en tire aujourd'hui. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, il y a le fait d'utiliser peut-être ChatGPT sur l'assistance à la rédaction de trucs. C'est-à-dire que en fait, les gens qui ne savent pas écrire ou qui ont du mal ou qui ont peur d'écrire en SMS, qu'on les juge par rapport à ce qu'ils disent et comment ils le disent, qu'il y a un petit assistant qui dise voilà, dites ce que vous voulez dire et je vais le reformuler et vous me dites si vous êtes d'accord. Ou un truc comme ça. Ouais, on a ça. Alors, on a en cours de dev une fonction note vocale. Donc, en gros, tu peux dire ton truc et la machine retranscrit. Donc, c'est exactement ce que tu décris, mais directement dans Decidim. Excellent. Donc, ça, c'est en cours. On l'a vu sur d'autres softs. On s'est dit, tu sais, le cerveau, tu sais, l'emoji cerveau, comme ça, là. Et en fait, c'est ça qu'on veut exactement, Yannick. C'est évident que c'est une mesure d'accessibilité incroyable. Donc, oui. Yes, alors ça c'est cool déjà parce qu'il y a Fred dans les résidences, elle met des magnétophones pour que les gens puissent parler dedans, etc. Donc ça peut faire un truc. C'est intéressant. Et il y a la deuxième chose, c'est que nous on fait des porte-à-porte, donc on va voir tout le monde, on leur met des accroche-portes, tout ça, machin, ils nous répondent sur leurs trucs et tout. Et je me dis en fait il manque pas grand-chose pour que sur les accroche-portes, soit il y a un numéro, soit il y a un QR code, soit il y a un truc, et que quand ils répondent, en fait on leur dit merci pour votre réponse, vous allez pouvoir la retrouver sur Decidim. Et on va vous créer automatiquement votre compte avec vous rentrez ce code-là et vous rentrez votre adresse. On fait un petit truc détachable et puis comme ça, les gens ils ont déjà ce premier truc d'entrée sur l'application et on peut le connecter à l'histoire. Je confirme que nous avons en cours de dev un système de génération de QR code pour n'importe quel lien de plateforme Decidim. Par exemple, tu peux très bien, effectivement, le côté inscription automatique, il est vachement cool, avec le code et tout, c'est intéressant. Ça, il faudra qu'on en parle à Simon, Arthur, parce qu'à mon avis, ça va le faire tilter. Mais la génération de QR code sur n'importe quelle page permet notamment de renvoyer vers des questionnaires. Donc là, en ce moment, nous, on anime l'Assemblée citoyenne de Nancy, parce qu'on fait un petit peu d'intelligence collective, un peu d'ingénierie de la concertation quand même. Avec nos modestes moyens et voilà, mais quand même on le fait sérieusement. Du coup, on met les QR codes qu'on distribue et ça renvoie vers le questionnaire de satisfaction de la séance. C'est fait par grosse séance en fait, en gros.
Et donc, alors on le fait nous-mêmes aujourd'hui, c'est nous qui le générons avec nos propres outils, mais à terme, c'est directement dans Decidim pour générer du QR code. En veux-tu, en voilà, et renvoyer, peu importe, que ce soit l'inscription, que ce soit un questionnaire ouvert, un module proposition, on s'en fout en fait, ou un module rencontre pour dire, bah, regarde, on se voit bientôt. Enfin, tu vois, tu envoies le QR code avec les rencontres, on se rencontre bientôt, on se voit bientôt là à la mairie, on se voit bientôt à la salle des fêtes. Enfin, un truc un peu sympa, quoi. Et donc, on a aussi en cours d'élaboration ce truc-là, et ça c'est dans les tuyaux. Alors, je ne saurais pas dire si c'est la prochaine version, celle d'après ou quoi, mais on a déjà effectivement, on est en train de couvrir ces points-là qui sont tout à fait intéressants. Merci Hélène. Oui, moi je revenais effectivement sur cette question de donner la parole justement à ceux qui ne sont pas toujours les mêmes, toujours ceux qui sont effectivement… Et je me posais la question en fait si vous aviez genre des mini-tutos pour pouvoir toucher sur des relais où il y a des publics qui pourraient y aller, des publics sensibles, des publics qui ne sont pas forcément à proprement amenés à aller vers ce type d'outils. Parce qu'il peut y avoir des relais locaux. Est-ce que c'est vous qui faites ce job-là? Est-ce que c'est la collectivité avec laquelle vous travaillez? Ou est-ce que vous avez déjà projeté d'avoir ces mini-tutos pour que les gens, ça soit simple, attrapable, etc. pour que justement on puisse élargir les publics? Le choix qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de ne pas d'essayer de nous concentrer sur notre verticale, qui est celle de l'outillage de démocratie numérique. Donc, on a investi un petit peu le segment, la verticale. Pardonnez-moi, je parle un peu, c'est un peu business machin, mais bon, c'est comme ça, on appelle ça comme ça. On a un petit peu investi l'ingénierie de la conservation comme verticale, mais très modestement, je le disais. Et la communication participative, on est resté plutôt à distance pour l'instant de cette verticale-là, qui ne nous semble pas être aujourd'hui… on ne peut pas vraiment monter là-dessus. Donc, en gros, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait assez fréquemment, c'est qu'on travaille sur des contenus, des formats avec nos clients et avec les personnes avec qui on travaille, parce qu'on a des compétences de communication participative, on va le dire, pour le dire rapidement, et qu'on est capable de recommander, de rappeler les bonnes pratiques. Par contre, on ne fait pas. Ce qu'on a, nous, c'est des documentations sur l'usage de Decidim et évidemment sa philosophie, etc. Par contre, on n'a pas travaillé sur des supports, par exemple vidéo, pour l'aller vers, quoi, clairement pas. En revanche, on a constaté aujourd'hui, au fil des années, des semaines, des mois et des années, qu'il y a des pratiques qui fonctionnent plus que d'autres. Et typiquement, nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens des quartiers QPV, quartiers prioritaires. Donc là, on est en train de travailler avec la NCT, c'est passionnant pour voir comment on pourra aller toucher tout le monde, voilà, enfin bref. Et en fait, notamment, nous, on a vu ce qui est vachement intéressant, ce que j'ai trouvé hyper intéressant là-dessus, c'est pas tant les tutos vidéo et tout, c'est comment des gens mobilisent des compétences qui ne sont pas de l'intelligence collective pour aller chercher les bonnes personnes. Et en fait, notamment dans des villes, nous on travaille avec des villes de régions parisiennes qui se creusent tous un peu la tête, mais moyennement en fait, sur comment aller chercher les gens des QPV, des quartiers. Et en fait, il y a des gens qui ne parlent pas trop, des collectivités qui ne parlent pas, mais qui le font. Et c'est le cas parce qu'on avait des gens dans le service participation citoyenne qui étaient des spécialistes de l'animation volontaire et de l'éducation populaire à l'origine. C'était des animateurs, MJC, centres socioculturels, etc. Et donc, en gros, ils peuvent entrer dans le quartier. Il n'y a pas de préjugés sociaux hyper forts qui fait qu'ils auraient peur de rentrer ou qu'on ne les accueillerait pas, etc. Parce que c'est souvent ça. Hein. Il y a beaucoup de mépris social, hein, il faut bien le reconnaître. Et donc, des gens capables d'aller dans le quartier, de se mettre au milieu avec un stand énorme et de dire, les gars, on attend vos idées. Et c'est une des seules fois où j'ai vu des petits mecs de cité participer, proposer des idées, venir en réunion de présentation des projets pour défendre leurs projets. Donc, on a, c'est le maillot Chelsea, les petits ASICS, ils ont toute la panoplie et ils viennent défendre leur idée de CityStat. C'est très rare que j'ai vu ça. Mais parce que c'était essentiellement du dispositif physique, on va voir les gens, les yeux dans les yeux, ça vaut le coup. Et en dehors de ça, oui, il y a plein de supports qui fonctionnent.
les supports web, les vidéos, les tutos et tout. Mais en fait, il faut vraiment mettre le paquet sur le web pour qu'on ait du monde. Et ça demande en gros des budgets que généralement les collectivités n'ont pas. Et en vrai, la communication, enfin la participation électronique, enfin numérique, elle est fonction des efforts de communication globalement. Il y a des collectivités qui jouent le jeu et d'autres qui ne peuvent pas du tout. Surtout avec le renchérissement, là, cette année 2022, là, elle a été dure pour certaines collectivités parce qu'ils se sont pris des plus 40%, plus 60% sur la facture de gaz et la facture d'électricité. Et ça, c'est les budgets qui sautent en premier. Donc, on est sur des schémas comme ça, c'est compliqué, quoi. Mais c'est vraiment l'effort de communication va booster la participation. C'est ça la leçon première. Alors, il nous reste 4 minutes. Je propose de clore. Alors, je me rends compte que, enfin voilà, on n'est pas forcément arrivé à quelque chose, à un livrable, etc. Mais au moins, on a une putain de bonne base pour poser la conversation. Et l'idée, ça va être d'utiliser cette vidéo pour faire réagir. Et puis voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps et je vais faire mon maximum pour que ce temps soit investi, enfin qu'il n'ait pas été investi à perte. Et voilà, je propose de faire un petit tour de clôture. Chacun. Je passe la parole à Pierre, par exemple. D'accord. Cette première approche, pour moi, c'est vraiment les outils numériques. C'est un vaste monde que je découvre petit à petit, petit à petit. Donc, ouais, en tout cas, ça fait une bonne entrée dans les questions qui sont derrière et comment on aborde les mêmes questions que nous au final, mais via cet outil-là. Donc, c'est ça. Moi, je pense que pour aller plus loin, j'aurais besoin de voir des cas concrets où je me dis, tiens, il y a cet outil-là et comment il pourrait interagir avec lequel je suis. Et je pense que ça pourrait avancer de cette manière-là sur les prochains pas, quoi. Mais en tout cas, c'était une bonne entrée en matière et merci. En tout cas, j'ai dit, je passe par Hélène, si tu veux. Je prends. Alors, ouais, intéressant. Moi, j'avais déjà touché du doigt Décidi, mais là, voilà, je m'aperçois que voilà, il y a énormément de choses possibles. Je pense qu'après, il faut effectivement recentrer le propos et vraiment voilà, échanger avec vous s'il y a un cas de figure particulier pour vraiment être dans le vrai, ce qui est le plus adaptable, etc. Des pistes probablement à explorer pour effectivement répondre au mieux aux attentes des territoires et sur des petits volumes. Et puis peut-être encore des choses effectivement à inventer parce que malheureusement, les budgets de com ne grossiront pas. Au contraire, ils auront toujours tendance à s'amenuiser au vu de la tendance et des crises successives économiques et autres, énergétiques. Du coup, voilà, il y a plein de choses, encore plein de champs qui sont encore à explorer. Et c'est ce que moi, je retiendrai, c'est qu'effectivement, il y a encore plein de choses à construire. Quid de l'intelligence artificielle, quid de la communication, quid des outils à développer, quid des autres publics à effectivement aller voir pour ceux qui ne sont pas effectivement ceux qui ont l'habitude de participer, pour qu'on soit réellement une représentation vraiment représentative justement de ce qui est. Voilà, j'ai dit. Et je passe la parole à Yannick. Eh ben merci. Du coup, ouais. Enfin moi à fond. Donc cette idée de trouver comment un porte-à-porte peut se retrouver une manière de connecter aussi les gens à cet outil numérique. C'est vrai. Après, avec ce que vient de dire Hélène, je me dis, en fait, décider, mais ça peut aussi servir de site pour la mairie, finalement, parce qu'il ne manque pas grand-chose. Et ça permet aussi de mutualiser. Je ne sais pas dans quelle mesure les associations de la commune peuvent aussi avoir un espace pour discuter avec leurs membres, pour créer leur charte ensemble, parce qu'on parle de conseil citoyen, mais peut-être que les associations aussi peuvent avoir un espace comme ça, au lieu de le créer dans leur coin. Ça fait un agenda partagé. Enfin, à mon avis, il y a moyen d'économiser de l'argent en utilisant des CDM. Et c'est peut-être pas forcément juste le voir comme une dépense, mais le voir comme une manière de la gestion de communauté. C'est que si on commence vraiment à le prendre comme ça, on bascule vers le paradigme suivant, à mon avis. Ouais, je suis d'accord.
Et je passe la parole à Adrien. Adrien Solacrou, dans un premier temps. Ouais, ça m'a bien remis dans Decidim parce que j'avais touché du doigt, un peu comme Hélène, il y a quelques temps. Et le côté, la perspective d'une offre light, moi je trouve ça pas mal parce que ça me permettrait peut-être dans une mission d'en proposer une et de pouvoir tester de mon côté, voir ce que ça a fait, d'utiliser Decidim. Et je pense que c'est des bonnes portes d'entrée pour des collectivités qui testent ça sur un projet et qui se disent ça peut être bien et on le diffuse plus largement aux autres services, par exemple. Okay. Et curieux de voir comment ça peut être associé à la méthode porte-à-porte de Solucracy. J'en parlerai aux gens de courte échelle. Là. Pour Comana, c'est peut-être trop tard, mais pour une autre résidence, pourquoi pas. Et par ailleurs, moi, je suis un peu en lien avec l'Assemblée virtuelle ou Optri et dans l'association. Donc, si jamais je les vois et tout, j'essaie de faire du lien pour voilà que ça se diffuse au mieux. Le Decidim Light, hein, littéralement. Ouais, c'est ce que. Ouais. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Hein, nous, on est. Moi, j'adore ces types. Ils sont vraiment hyper intéressants. C'est Xavier, je crois que Xavier. On va finir le tour de parole correctement. Ouais. Et j'ai dit du coup, je te passe la parole à Adrien. Voilà. En tout cas, merci d'avoir pris, d'organiser ce petit temps déjà, première chose, d'avoir pris le temps d'écouter, d'en discuter, de questionner. Nous, on se dirige aussi vers des modèles où on va se diversifier en termes d'outils. On pense qu'il ne faut pas… c'est un outil Decidim très puissant, très intéressant, mais il y a d'autres choses. Et en fait, c'est beaucoup à travers les cas d'usage qu'on aimerait travailler, c'est-à-dire quel outil, en face de quel cas, pourquoi. Toujours travailler sur le bon périmètre et pas arriver avec le porte-avions tout de suite. Essayer d'être fin et de répondre à des besoins avec des outils open source dont le développement est structuré intellectuellement par l'open source, la participation, etc. Et on peut intervenir aussi à différents moments, avant, pendant, après, voilà, avec des outils notamment. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne aussi, c'est-à-dire que on est très friand et très content par avance de pouvoir bosser sur des cas d'usage où on amène le bon outil, la bonne approche numérique pour des gens sur le terrain. On a vraiment envie de ça. Pour l'instant, avec l'État, on va continuer à travailler avec l'État, on va continuer à faire des gros machins, mais ce n'est pas l'unique objectif qu'on défend et c'est à travers des cas d'usage locaux qu'on fait des petites différences et qu'on innove en fait, globalement. Ce qu'on fait avec les gros, avec les institutions, c'est qu'on consolide. On rappelle les bonnes pratiques, on les met en place à des échelles de base, mais à l'échelle importante. Mais l'innovation, la découverte, quoi, le petit truc qui se passe, c'est souvent sur le territoire, c'est souvent sur le terrain, c'est souvent avec des pas grand monde et on essaie aussi d'aller dans cette direction-là. Donc, si on peut le faire, ce sera avec plaisir et enthousiasme. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, sur ces bonnes paroles, je propose de se quitter et de mettre fin à cet appel. Et bon week-end alors. Merci, bon week-end. Joyeux Pâques. Merci beaucoup Yannick.